Bonjour à tous et à toutes. Salut Caro. Euh, ça y est, on y est, hein, fin de l'année, décembre. Donc, ce podcast, cet épisode, c'est pour les énergies de décembre. Un mois d'ailleurs qui, en regardant comme ça, enfin, je pensais pas qu'il allait trouver autant de aspects importants et enfin des choses importantes qui se passent ce mois-ci. Mais ouais, on en a pas mal. Déjà, on a trois lunes ce mois-ci. Une nouvelle lune le premier à 9 degrés du Sagittaire. Ensuite, une pleine lune le 15 à 23 degrés du Gémeaux, je crois que c'est ça. Ouais. Et puis, une dernière nouvelle lune le 30 décembre à 9 degrés du Capricorne. On a la rétrogradation de Mercure qui continue, puisqu'on avait déjà parlé un petit peu le mois dernier. Donc, on rentre en décembre sous la rétrogradation de Mercure. Et puis après, le six décembre, on a la rétrogradation de Mars qui commence. Et puis, pour terminer le mois, le 24, je sais plus, 24, 26, le 24 décembre, le deuxième carré entre Jupiter et Saturne. Donc voilà, on a un beau programme pour cet épisode. On va donc peut-être commencer par la nouvelle lune. On va voir. Oui, donc là c'est la dernière. Je vais vous mettre. Hop. Donc voilà. Donc la nouvelle lune, donc comme tu l'as dit, du 1er décembre, donc à 7h20 heure de Paris, donc en Sagittaire et qui est en carré à Saturne. Mm. Et on voit aussi Mercure rétrograde, hein, sur ma présentation, les rétrogradations sont en rouge. Voilà. Donc c'est vrai que donc Mercure est rétrograde. Donc dès le premier, on a la nouvelle lune. Donc en Sagittaire, gouverné par Jupiter, qui est en Gémeaux. Et puis, Presque opposé, hmm, j'ai pas et entendu parler. qui est presque opposé à la nouvelle lune, hein. Oui, Si tu oui. prendrais quand même. Ouais. De toute façon, la Lune, elle va être opposée à Jupiter dans les heures qui suivront après. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette énergie de l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est très présent, déjà parce qu'il y a la rétrogradation de Mercure dans cet axe, et donc là, la nouvelle Lune qui va encore plus mettre l'accent sur cette énergie du Sagittaire. Oui, surtout qu'on a Jupiter rétrograde en Gémeaux dans le domaine de Mercure. Enfin, on a Mercure et Jupiter qui sont toujours en réciprocité mutuelle, hein. Donc, il y a quelque chose qui se répond, en effet, par rapport à cet axe. Euh, bah, le Sagittaire, c'est que c'est vrai, c'est tout, moi, ça me fait toujours penser à cette énergie de dépasser les frontières du connu, hein. Donc, comme c'est une nouvelle lune, on a cet élan d'aller plus loin, justement, de certaines frontières. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est carré à Saturne, qui, même s'il est en poisson, au niveau archétypal, nous parle plutôt de frontières, de limites ou de flou des frontières, Mm. hein. Euh, et puis, il y a aussi le Sagittaire mu par Jupiter, c'est aussi tout cet enthousiasme de chercher cette quête de vérité, cette quête de sens, d'être animé par quelque chose qui nous pousse dans cette énergie de feu, souvent avec une difficulté à connecter justement à la terre, à la structure. Moi, j'ai toujours eu l'impression du Sagittaire comme on veut aller très très haut, mais quand on atterrit, ça peut faire mal, hein. Mm. On n'a pas voulu voir ou on a pu se déconnecter de certains rythmes très organiques, hein. Il y a quand même un quinconce du Sagittaire, que ce soit au Taureau ou au Cancer, hein, quand vous prenez la matrice du zodiaque et vous réfléchissez comme ça, hein. Donc c'est vrai qu'avec le carré de Saturne, il y a une exigence, hein, que par rapport peut-être à cette fin d'année où on commence nos bilans de fin d'année, en plus où Mercure est rétrograde en Sagittaire par rapport à nos aspirations, la révision de certains systèmes de croyances, de certains systèmes de pensée, de là où on a envie de mettre notre énergie ou de nous déployer. Saturne dans l'ombre, il peut créer une tension, une frustration, une, la sensation qu'on est bloqué parce que il y a un principe de réalité qui est trop fort, même si peut-être dans le poisson, ce principe de réalité n'est pas si clair, hein. Et à la fois, moi, je trouve toujours que même dans la friction du carré, il y a aussi une beauté qui nous exige.
d'oser répondre de ces nouvelles graines. Hein. La nouvelle lune est quand même au trigone de Mars en Lion, hein, et au trigone du nœud nord presque. Donc il y a quand même cette énergie, il y a un grand trigone de Oui. feu qui parle d'impulsion, de nouveauté, d'oser malgré tout, malgré peut-être le flou ambiant ou les incertitudes. Mm. Donc Saturne peut être justement de nous demander de composer Mm. avec j'ai ces aspirations et comment, en tenant compte quand même d'une certaine réalité, je ne vais pas dans l'aigreur de Saturne où je courbe et je me dis je dois rentrer mes ailes, mais je les déploie avec une forme de maturité et de sagesse pour éviter de faire comme Icare, peut-être de voler trop près du soleil. Voilà ce que ça Surtout me... que, ouais, surtout avec Marc en Lyon. Voilà. Euh, oui, c'est tout à fait ça. Ça me parle de l'idée aussi des grandes idées, des grands concepts, surtout avec ce Mercure en rétrogradation en Sagittaire, ouais, en train de penser en termes d'expansion, aller plus loin, et puis ce Saturne qui est à la fois un frein, ou peut être un frein, mais peut aussi être surtout l'énergie qui va calmer un peu cet élan qui peut être trop large peut-être pour le moment dans lequel nous sommes, ou parce que c'est bien d'avoir des idéaux et voilà de regarder en avant, mais parfois le problème aussi avec le Sagittaire, c'est on oublie les détails et les étapes qu'il faut pour atteindre ce. C'est comme si on avait déjà la vision de la fin ou de l'objectif, du résultat, mais pour y arriver, parfois c'est un peu flou. Et ce Saturne, il peut être justement cette énergie qui permet de, allez, calmons les choses et mettons les choses, comme tu dis, regardez la réalité en face. Et la réalité n'a pas besoin non plus d'être, elle peut l'être, hein, puisque avec tout ce qui se passe, c'est sûr qu'elle peut être assez frustrante, mais elle peut aussi être un lieu de sagesse plutôt, un lieu de se dire que peut-être que si on arrive à tenir ces opposés, puisque voilà, il y a cette énergie quand même comme ça de cet axe entre le Gémeaux et le Sagittaire. Si on arrive à tenir cette tension des opposés, peut-être que on peut avoir un chemin nouveau ici avec ce Saturne qui renvoie en Poisson un petit peu à l'idée de désenchantement et en même temps de réenchantement. C'est les deux. Euh, donc, c'est vrai que moi, je pense que Mars en Lion, il est en train de propulser une énergie quand même assez forte, puisqu'il est en train de passer beaucoup de temps dans ce signe, et puis il va revenir, et puis tout ça. Donc peut-être que cette énergie du faire, de l'élan, de la motivation, de la volonté aussi d'aller de l'avant, permet peut-être de donner une autre vision à ce Saturne, dans le sens que ça peut aussi être constructeur, en fait, l'idée de ralentissement ou quelque chose que l'on peut ressentir, par exemple. Mm. Ça me fait penser à ça. Oui. Et comme c'est une nouvelle lune, une lunaison, donc voilà, commençons peut-être aussi à penser que ce n'est que le début, donc il va falloir après soutenir l'intention qui est là à ce moment-là. Mm. Oui, puis il y a vraiment aussi cette idée entre Jupiter, donc qui est le régent du Sagittaire en Gémeaux, entre qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher encore comme information, Mm. et dans le Sagittaire, cette invitation quand même à l'expérimentation de la connaissance euh, par aller plutôt qu'aller chercher à l'extérieur par soi-même. Hein. Et donc il y a la dispersion du Gémeaux, mais Jupiter qui nous demande, qui peut amplifier la dispersion, ou nous demande de rassembler Mm. aussi, de trouver un fil conducteur. Donc c'est ne pas tomber dans une forme de vérité dogmatique qui nous enfermerait dans une vision unilatérale, mais pas non plus dans l'excès inverse où on a tellement d'options possibles finalement qu'on se disperse. Donc Saturne, quelque part, il est presque en T carré, hein, à Jupiter et la nouvelle Lune, avec une orbe assez large. Euh,
Et d'ailleurs, c'est quelque chose, hein, puisque tu l'as dit, le 24 décembre, on aura Saturne carré Jupiter. Donc, on est quand même dans un mois où il y a un petit peu en écho à la fin du mois d'août, hein, si vous voulez regarder, où on est dans tout est possible, non, tout est possible, non, tout est possible, mais avec un effort. Tout est possible, mais il faut se rassembler. Mm. Ouais. De toute façon, on ne peut pas séparer les aspects, même si on les isole un petit peu pour, voilà, pour faire les vidéos. Mais pareil, quand j'étais en train de regarder cette nouvelle lune, je me disais, ah oui, ça parle bien sûr de ce carré de Jupiter-Saturne qui aura lieu plus tard, mais tout est déjà en train d'être là quelque part, hein. Et puis, il y a aussi ce côté aussi entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et que ce Saturne, quelque part, est un peu le gardien aussi, peut-être aussi de, ou en tout cas à ce rôle peut-être aussi parfois de mettre un peu de discernement voilà, dans l'idée entre les faits et les opinions, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'imagination et qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité quelque part aussi. Donc, Je sais voilà, pas je pense si, ouais, on que passe je peux passer à la... ensuite. Ensuite, c'est vrai qu'on va avoir donc Mars qui va rétrograder le 6 décembre. le 6 décembre. Donc, dans la continuité, dans le début de cette nouvelle lunaison. Moi, j'ai le 7 décembre. Ah, Mais c'est hmm, parce que c'est en effet le 6 décembre, mais c'est à minuit 33. hmm. Oui, 7, 6, 7. De toute façon, partout dans le monde, il sera entre l'un et l'autre. Euh, À 6 degrés. ouais. À 6 degrés du Lion, donc il va revenir dans le Cancer. Mars va rester en Lion jusqu'à début janvier. Ensuite, il rentrera dans le signe du Cancer. Mais c'est vrai que cette énergie, elle permet aussi ce, ouais, ce développement de ce qui quelque part a commencé aussi en cancer, dans l'idée que le cancer est ce signe de gestation, de quelque chose qui cherche à éclore. Et c'est vrai qu'avec le lion, qui est ce signe lié au soleil, euh, et on est dans l'idée de développement, de fructification, de mise en lumière. Mais encore une fois, l'idée, c'est que la lumière, et c'est vrai qu'on a cet attrait pour la lumière comme étant toujours quelque chose de magnifique, de bon. La lumière peut aussi brûler. Et tu parlais tout à l'heure d'Icare, et c'est vrai que Mars en Lion, il me fait penser aussi à ça, à cette énergie qui peut à un moment en faire trop, aller trop loin, brûler des étapes. Et puis, parce qu'il y a ce besoin d'être, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être visible aussi. Alors que le Mars en cancer, quand Mars est en cancer, il y a à la fois un désir de visibilité, mais aussi peut-être une peur de cette visibilité. Et, euh, et donc, comment, quelque part, être dans l'harmonisation de ces deux énergies. Et c'est vrai qu'ici, Mars en Lion, il est, enfin en tout cas moi je le perçois comme ça, dans une recherche aussi voilà, si on parle d'un Mars, euh, dans un Mars qui est vraiment dans une recherche plus profonde, il est vraiment dans cette idée, on en avait parlé, hein, d'individuation, de sortir de l'individualisme pour être plutôt dans une dans un lien avec le soi, plutôt qu'avec le moi et l'ego, même si on a besoin, bien sûr, de cette énergie de l'ego pour aller de l'avant. C'est cette énergie qui nous fait avancer aussi. Euh, mais ouais, cette rétrogradation d'abord en Lion, peut-être qu'elle va déjà nous tester sur ces premières, parce qu'il faut penser aussi que Mars est en Lion depuis déjà un mois à peu près, non? C'était le 4 novembre, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, donc, on a déjà avancé quelque part aussi dans ce secteur de nos vies, de notre thème, par exemple, là où on a le lion. Comment est-ce qu'on a vécu cette énergie là tout le mois de novembre? Et comment est-ce que maintenant on va repenser tout ça? Parce que les rétrogradations, c'est toujours l'idée de revenir sur ce qui a été développé. C'est aussi une énergie qui nous remet quelque part plus en contact avec notre part intérieure, nos désirs intérieurs aussi, surtout ici avec Mars. Et comment est-ce qu'on a répondu pendant ce mois de novembre et comment est-ce qu'on doit répondre par la suite?
peut-être que ce Mars en Lion, il va aussi nous questionner sur nos peurs d'échec, nos peurs de ne pas être visible et tout ça. Euh, voilà, ça me parle de ça aussi. Et toi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette Oui, rétrogradation de Mars? euh, Mars en Lion et Mars en Cancer, c'est aussi, tu sais, l'incubation des graines en Mm, Cancer, qui est un signe aussi de la Lune. Ça va être une action où on va protéger un petit peu la graine de ce qui va devoir être déployé ensuite en Lion et en effet montré. Hein, mais comme on a cette rétrogradation entre ces deux signes, ben, il y a tout ce temps d'être sûr, on pourrait dire que le nid se prend dans le cancer, c'est-à-dire que qu'il y ait des racines, que ce soit bien fertilisé par les eaux, que ce soit quelque chose vraiment qui nous tienne à cœur. Et en Lion, bah, cette invitation, en effet, et surtout avec la rétrogradation, quelles sont les motivations derrière? Est-ce qu'on mm, quel soleil on sert justement? Est-ce qu'on s'approche trop près du soleil mm, de l'individualité? Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on va ne faire que pour la reconnaissance propre. Surtout qu'en face, on a Pluton en Verseau qui quelque part mm. nous pardonne pas trop. Ouais. Motivation trop personnelle ou qui pourrait au contraire, hein, Pluton Mars nous faire aller dans des délires de motivation personnelle, mais il Il y y a aura quelque chose un prix à payer. qu'on n'avait pas vu. Voilà, il y a un pacte qu'on n'avait pas vu, qu'on était en train de Mm, faire, comme bien à le dire, ce pacte faustien. mm, Et je trouve que ça nous demande, oui, quelle est la lumière, comme tu dis, quelle est la lumière qu'on sert? Est-ce qu'on est comme des papillons de nuit en train de s'aveugler avec de la lumière artificielle? Ou est-ce que ça vient vraiment de cet élan de spontanéité, de joie? euh, et est-ce qu'en face, avec la conscience toujours de Pluton en Verseau, des enjeux du collectif, des dynamiques de pouvoir liées au collectif, de l'intelligence artificielle, enfin de toute la oui, bien thématique sûr. liée à Pluton en Verseau, Mm, hein. mm. Mais je trouve qu'il y a aussi Ouais. peut-être ce défi, comme on parlait de désenchantement avec Saturne, avec ses lunes, ça nous met au défi de trouver une joie qui peut-être, la joie ne peut pas venir tellement de ce qu'on voit à l'extérieur en termes sociétal comme perspective. Mm, Je dirais aussi Mercure rétrograde en Lion, peut-être son grand défi, c'est où on trouve-t-on une motivation basée sur la joie, justement, et l'enthousiasme, mais je pense qu'avec Pluton en face, on peut pas se dire, tiens, je vais aller dans le collectif, ça va être génial, je vais faire ça. mm, Ça nous demande un processus beaucoup plus intérieur de quand même trouver en nous un espace lion de pureté, d'innocence qui nous motive. Donc c'est mm. dur de chercher la motivation, mais ça peut être on peut avoir un, comment on dit, tu sais, on peut être récompensé. Mhm. Oui, oui. Bah, ouais, il y a quelque chose peut-être de se demander pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et comment dire, quelle est la joie que je retrouve dans ce que je fais au lieu de me dire que je ne le fais que pour un but précis qui va me rapporter quelque chose. Peut-être qu'avant, il faut déjà savoir si ça va dans le sens de notre essence, de ce que l'on souhaite véritablement faire. Le lion, c'est aussi le signe du cœur, quelque part. Donc, il y a cette énergie de, est-ce qu'on le fait par cet élan-là? Et puis ensuite, bien sûr, il y a toute la récolte qui peut venir du fait d'avoir mis quelque chose en mouvement dans ce sens. Mais peut-être qu'il y a, voilà, comme tu dis, retrouver la joie de faire les choses parce que on les aime, on en a envie, on en a vraiment le sentiment euh, qu'on ne peut pas faire autrement que de le faire, parce que ça peut être, et c'est un signe de feu, donc il peut y avoir une sorte d'urgence, mais il faut savoir aussi à quelle urgence on est en train de répondre. Donc peut-être, oui, et donc la rétrogradation de Mars qui va durer jusqu'en février, elle pourra commencer déjà à répondre à ça. Et puis après, on va rester encore entre le Cancer et le Lion jusqu'à la fin du printemps, début de l'été, je crois, hein, juin. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour la rétrogradation de Mars On peut passer, non, à la voilà, pleine lune. la pleine lune qui aura lieu donc le 15 décembre, donc à 23 degrés du Gémeaux, le Soleil forcément 23 degrés du Sagittaire. Et donc l'aspect principal de cette pleine lune, c'est le carré à Neptune, Mm. hein. Euh,
Tout à l'heure, On a, on était avec Saturne et là, on passe à Neptune. C'est drôle parce que quelque part, on dirait qu'on est déjà en train de préparer 2025-2026 avec la conjonction Saturne-Neptune parce que là, les ouais, deux lunes, on est en plein dedans. À la fois Saturne tout à l'heure et maintenant Neptune. Donc, oui, tout à l'heure, il y avait l'idée, c'est intéressant parce que Saturne a porté en lumière cette énergie de un cadre, ou en tout cas un lieu où on pourrait peut-être se reposer aussi pour essayer de voir les choses et de voir les choses de manière plus réaliste. Et là, Neptune, il vient et il dit n'oublions pas justement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'idée de réenchantement et aussi à l'idée d'imagination, de faire, de ne pas oublier cette part qui est tellement humaine et que parfois, voilà, on se restreint d'être aussi dans une sorte de imagination, aller plus loin dans la conception de certaines choses. Ici, avec Neptune, c'est à la fois euh, une sorte puisque c'est un carré quand même hein, des deux côtés, euh, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de euh, est-ce que euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu est-ce que c'est pas un mirage? Est-ce que c'est pas quelque chose un peu confus aussi, qui n'est pas encore complètement identifié? Il faut pas oublier, c'est une pleine lune, donc forcément ça va mettre en lumière quelque chose. Et est-ce que cette chose, elle est véritablement vraie ou est-ce que c'est une énergie qui est un peu floue et qui n'est pas encore totalement définie? Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'on est en train de parler depuis le début des énergies qui sont, en tout cas pour les lunes, dans des signes mutables. Donc on est dans des signes de transition euh, et on est dans des signes qui à la fois sont avec un pied dans la réalité et un pied aussi dans l'imaginaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, puisque tous les espaces, tout ce qui est liminal, quelque part, nous amène aussi à être dans un avant-après, c'est vrai, mais en même temps dans un entre-deux. Donc, du coup, on, on peut peut-être, à cette pleine lune, être dans cet espace-là, un peu entre deux. oui, oui, surtout que le régent de la Lune est rétrograde aussi, hein, et c'est vrai que Mercure était aussi le gardien de ces espaces, on dit liminaux, hein, je crois, on les conjugue. Oui, Donc, il était dans ces espaces des entre-deux. Moi, ça me fait toujours penser quand il y a un carré entre le Gémeaux comme ça et Neptune, où on n'a plus qu'à devenir des poètes, tu sais, c'est oui, comme si c'est mieux. la manière un peu rationnelle de comprendre les choses, de vouloir élaborer nos théories. Et c'est intéressant parce qu'on a vu qu'on a beaucoup travaillé Jupiter opposé à Mercure tout le temps, qui est encore présent, cet axe Sagittaire-Gémeaux. Et là, on rentre dans le poisson en se disant quand le concept sagittérien, la vérité n'est plus suffisant, quand les mots Gémeaux ne sont plus suffisants, qu'est-ce qui reste? En effet, l'imaginaire, la poésie, la beauté, ce qu'on ne peut pas dire, vraiment ce qu'on ne peut pas articuler. Euh, donc ça, c'est l'aspect lumineux, hein, bien sûr, de la pleine lune. Hein, c'est de se rappeler peut-être quand on va être dans les moments de confusion, de flou, de néblina. Néblina, c'est pas français, c'est alors c'est quoi? Nébuleux. Nuageux, c'est nébuleux, il y a quelque chose comme ça où on ne voit pas clair. Mais il y a aussi une dissolution, hein, c'est Oui. peut-être comme tu disais l'étape de la dissolution où on a passé toute la première partie du mois à élaborer des concepts, des théories, à les remettre en question, à vouloir s'ouvrir, à chercher des réponses, à chercher des vérités. Là, on touche quelque chose qui dépasse, qui transcende, on pourrait Hmm. dire, le mental humain, qui nous fait rentrer justement dans cette psyché, on pourrait dire, pré-rationnelle, qui était aussi un peu la base de l'astrologie. Donc, de se rappeler, oui, une vision plus mystique, poétique des choses. Hein. Oui, Mais c'est sûr que ça peut être flou. ça peut être flou et ça me fait penser que c'est mieux d'être dans la poésie que d'être dans le mensonge. Ah bah oui. Parce que là, Mercure est quand même au carré des énergies de Neptune, même si c'est pas dans un carré exact, mais c'est un carré de signes. Et puis, bien sûr, après, il fera le carré plus tard. Mais
Oui, c'est vrai que Surtout, quelque chose. surtout dans l'opposition Mars-Vénus. Donc, il Hmm, vaut mieux qu'on vous séduise par de la poésie que par du mensonge. c'est sûr. Mm. Euh, Avec Pluton. Là, on a un joli aussi au niveau, ce qui sous-tend un peu aussi ces énergies quand même, c'est ou des Pluton manipulations aussi, ça peut euh, être avec opposé Pluton. Ouais. Mars. Il y a une dynamique au niveau interrelationnel, interpersonnel, qui peut être assez magnétique, qui fait écho à février. Hein. Février, on avait Pluton, Mars, Vénus en Verseau. Donc là, on a tout d'un coup Mars en Lion qui se dégage. Hein. Il y a un peu cet écho-là. Hmm, Euh, ça peut être intéressant au niveau relationnel, mais du coup, pour conceptualiser ou comprendre la hmm, relation en ce jour de pleine lune, c'est un peu flou. hmm. Ou poétique, ou romantique. C'est une énergie ouais, qui peut être révélatrice ou alors révélatrice d'un mensonge. Ça peut être aussi révélateur d'une déception, d'une désillusion, pour pouvoir ensuite prendre un autre chemin. C'est ça aussi, quelque part, la pleine lune qui permet de croiser les chemins, de se dire qu'on ne va plus par là, mais qu'on emprunte une autre voie. Donc, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là, ouais, un moment de décision, quelque part aussi. Là où soi-même aussi, on s'était menti. Hein. Oui, aussi. Mm, Il bien y a sûr. vraiment cette idée de là où on s'était raconté une histoire, où on avait Oui. perçu une vision, où on avait voulu croire. Ça peut être aussi des déceptions avec des figures intellectuelles ou Mm, sagittariennes, jupitériennes. Hein. Donc tout ce mm. qui est toutes les personnes qui ont une figure de maître, d'enseignant, de professeur, je ne vais pas dire de gourou parce que ça fait un peu cliché, mais vous voyez ce que je veux dire derrière. Oui, enfin, De toute prêcheur de personne la qui a une l'ascendant sur, enfin, aussi peut-être notre façon de voir les choses, dans notre philosophie de vie, et que peut-être à ce moment-là, on se rend compte que les choses ne sont pas exactement. C'est une chute des croyances quelque part aussi, hein, aussi. Mm. Oui, c'est comme ce qu'on avait vu avec Icare, pour Mm. reprendre la méthode. Et du coup, en plus, Icare, c'est Poséidon. Hein. Il y a la chute, mais quand il tombe dans l'eau. Hein. Ils Et tombent dans dans l'eau, l'eau, ouais. c'est les Mm. forces de l'inconscient qui vont venir prendre sa dépouille. Mm. Donc voilà pour. Et donc là, ça te va, on passe Oui, à peut-être au carré. oui, ouais. Alors, carré Saturne, Jupiter, donc qui sera exact en effet le 24 décembre au soir, hein, donc pour le réveillon. Hein. Oh, bah, le petit cadeau du Père Noël. Cadeau, comme chaque année, il y a toujours un petit truc. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un petit cadeau pour Pardon, on n'a pas entendu. Je dis Vénus-Pluton le 31. Depuis quelques années, il y avait que des Vénus-Pluton les 31 au soir. Bon, là, on est sur autre chose. Là, on est sur vraiment cette idée c'est drôle parce que c'est drôle sans être drôle. Dans le sens que Jupiter représente l'idée de l'augmentation et Saturne l'idée de la restriction. On n'a pas Mm. assez. Et étant donné ce qui se passe socialement, on peut aussi, voilà, ça peut être quelque chose qui peut être ressenti de manière très littérale aussi. L'idée de être en train comment dire, d'en faire plus que ce qu'on peut véritablement faire et de le ressentir aussi dans le porte-monnaie, n'importe. L'idée que il y a aussi des efforts, qu'il y a eu des efforts à faire, mais qui coûtent quand même aussi. Euh, Parce que oui, l'idée c'est que ce Jupiter qui représente cette idée d'aller toujours plus loin, forcément quand il y a un carré avec Saturne, il y a quelque chose qui vient limiter cette expansion-là, ou en tout cas ce désir d'expansion. C'est pas forcément quelque chose qui est concrète, ça peut juste être une idée, ça peut être voilà quelque chose qui est dans les commencements, qui n'est pas encore complètement effective. Donc il y a une sorte avec Saturne, on a toujours un côté euh, qui peut aussi être vécu dans une sorte de sevrage. Hein. On se coupe de quelque chose, ou alors on est coupé de quelque chose, parce que ça permet aussi de à la fois de ne pas aller trop loin et de trop en faire, parce que c'est vrai qu'une énergie de Jupiter, et Jupiter étant dans son signe de chute, dans un Gémeaux qui peut parfois aller dans tous les sens, parfois c'est pas mal aussi, hein, ce Saturne, dans le sens qu'il vient
qui vient aider à restructurer les choses et peut-être à aller à ce qui est véritablement essentiel et nécessaire. Et au lieu de se perdre dans tout un tas de trucs qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui ont peut-être juste un côté social ou une apparence aussi. Parce qu'avec le Gémeaux est au sextile du Lion, donc il peut y avoir un lien aussi avec cette idée de, tu sais, quand on fait des cadeaux, genre, on fait des cadeaux pour faire des cadeaux, et peut-être Oui, parfois on pense pas si c'est vraiment quelque chose qui va plaire vraiment ou si la personne a besoin. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre de Saturne qui cherche plutôt à être dans le qu'est-ce qui est nécessaire et Jupiter qui chercherait à, à- à élargir ça et peut-être qu'il peut y avoir un sentiment de ne pas pouvoir le faire ou en tout cas de se c'est vrai. sentir ouais, une sorte de restriction aussi. Bon, là, je suis dans des trucs très concrets, très Oui, mais pratiques, raison, mais hein. Moi, voilà. Hein. ça me fait penser que quand on habite à l'étranger, souvent Noël, Oui, il y a aussi. c'est t'as pas tout Voilà, ce truc de c'est ça. cadeau, la famille est trop loin, bah justement les billets d'avion sont trop chers pour y aller. Mhm. Euh, tu vois. Il y a Donc ça, c'est vrai, et puis il y a aussi peut-être aussi, là j'ai parlé des cadeaux et tout ça, mais ça peut être tout simplement de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir fêter avec sa famille, de se sentir aussi coupé des liens. oui, ça, souvent Mm, avec ma fille l'année dernière, on se dit oh, on fait pas Noël parce que comme on est loin. Mais du coup quand même le jour de Noël, tu dis bon, c'est un peu bizarre. mm. Faut que ce soit fini. Donc ça Ouais, fait vraiment c'est ouais. tu peux pas devenir comment il s'appelle là, le dessin animé là, celui qui aimait pas Noël. Tu peux pas devenir comment Grinch, Grunchy, non, voilà, ouais, je sais plus comment Grinch. ça s'appelle le Grunch. Euh, mais Mais après, je trouve aussi, ça me fait penser, moi je me dis toujours, Saturne, il demande de répondre de quelque chose. Donc, il va demander de répondre de Jupiter en Gémeaux. Donc, si on a envie d'élargir les perspectives intellectuelles, philosophiques, s'engager dans des nouveaux cours, dans des nouveaux apprentissages, parce il y a Mercure en plus qui est présent dans l'équation, bah, ça mm, demande, oui, cet effort, cette discipline, ce temps saturnien, ce coût aussi, parfois financier, mais ça peut nous demander peut-être, tu sais, souvent en début d'année, on a envie d'apprendre des nouvelles choses, mm. voilà, et du Bah, coup, de Saturne, choisir ce qui est essentiel, en voilà, c'est ce que fait. j'allais dire. Voilà. Qu'est-ce qui est Hein, essentiel et de hein, pas de dire, attends, vraiment, je vais prendre un truc, je vais m'y engager jusqu'au bout. c'est ça. Euh, c'est Mm, un, là où j'avais 36 000, donc c'est mm. vrai qu'il va revenir à qu'est-ce qui est important. Et surtout, Exactement. Mars est rétrograde en Lion, bah, je vais aussi vraiment sentir qu'est-ce qui me met le plus en joie. Hein. Mm, Il y a l'idée de faire un choix mm, rationnel, mais aussi avec ce Mars en Lion, bah, l'acte du choix, en fait, pour mm, trancher, c'est celui qui vraiment, on se dit, non, mais là, ça m'appelle, ça vibre. Et du coup, Saturne, c'est aussi se donner les moyens de mm, pouvoir faire quelque chose mm, euh, parce que forcément, ça va nous demander peut-être de couper d'autres choses, en effet. Hein. mm. Euh, mm. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment, et c'est intéressant aussi de revenir sur, en sachant que cet aspect il a déjà eu lieu, il aura de nouveau, je vais vous C'est le dire. 19 Mais, non, pardon, c'était le jour quand je revenais au Guatemala, donc je me rappelle, je crois que c'était le 19 août. c'est exactement ça. Le 19 août, c'était à 17 degrés, des Gémeaux Poissons. Par contre, le prochain, il sera dans l'axe cancer, pardon, il sera dans les signes cardinaux, en Ah oui, cancer et bélier. Il sera à 1 degré, ça sera le 15 juin. Donc là, c'est intéressant. Hein, là, on est dans un acte initiateur. Alors que ouais. là, les deux derniers, celui d'avant et celui de là maintenant du 24 décembre, ils sont encore dans des signes mutables. Ouais. Et comme si on était en train de faire cette transition vers quelque chose qu'on pourra peut-être initier encore de manière plus forte, peut-être en juin, ou en tout cas après toute cette période de rétrogradation qu'il va y avoir de Mars et puis de Vénus qu'il va y avoir aussi, hein, Juste qui après. viendra l'année prochaine. Euh, mais c'est comme s'il y avait cette continuité de ce qui a commencé au mois d'août 2024 et qui va continuer. Puis il ne faut pas oublier aussi que ce carré qui se fait en 3 fois, c'est aussi la suite de la conjonction qu'il y a eu en 2020. Et donc là, voilà, là c'est plutôt au niveau aussi collectif que cela a un Collectif. impact. Mais au niveau personnel, on voit bien que peut-être que, puisqu'on sait toujours que les premiers quartiers sont toujours des moments où on doit se séparer de ce qui était Ouais. pour aller de l'avant. Donc peut-être que ces 3 carrés qu'il y a
entre le mois d'août 2024 et le mois de juin 2025 sont aussi ce désir de quelque chose d'autre qui ne peut plus attendre et qu'il va falloir faire un choix, ou il va falloir faire un choix, mais qui aura peut-être commencé aussi de manière sourde, de manière peut-être pas identifiable en 2020 au Exact. niveau personnel. Mm. Donc, on va Et donc revenir. après, voilà, tout ça pour aller dans la... Voilà, après, on continue avec la nouvelle lune qui, donc, qui termine l'année. Bah, on commence l'année sur de nouvelles bases. Ouais. Donc c'est vrai que donc ça sera un 9 degrés du Capricorne. Donc Saturne, on revient à Saturne, au mois de décembre, Saturne, 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 hein. Donc on revient à Saturne et là on sextile par contre, hein, Ouais. au En- sextile de, voilà, sextile de cette énergie-là. Donc on est dans une énergie qui a beaucoup plus d'opportunités, de possibilités, ouais, de cette idée aussi de ce cadre nouveau qu'on souhaite mettre en place aussi. Quels sont ces systèmes qui peuvent nous aider? Quelles sont ces organisations qu'il va falloir mettre en place peut-être pour le début d'année aussi? Là, c'est quand? Oui, voilà, c'est ça, c'est le 30 décembre, c'est vraiment juste un jour avant la fin de l'année. Oui. Euh, oui. Et puis moi, ça me fait penser aussi à quelque chose, c'est qu'elle est conjointe à Pallas Athéna. Mm. Et la conjonction Jupiter-Saturne du 21 décembre 2020 était aussi conjoint à Pallas Athéna. Ah ouais. Et Pallas Athéna, c'est la fille de Zeus, hein, Jupiter, et la petite fille de Saturne. Et Mm. moi, je me suis toujours demandé si justement Pallas Athéna, c'était pas aussi cette fameuse nouvelle ère, mais une des grands pour Pallas Athéna, hein, c'est l'image archétypale de l'Amazone, c'est l'utilisation de l'énergie créative et sexuelle de Vénus au service de la tête, de nos projets créatifs, mais c'est surtout la réunion du cœur et de la tête, hein. Mm. C'était Demetra George qui disait que Pallas Athéna, elle est à la jonction de l'axe Verseau-Lion. C'est comment on fait Mm. quelque chose depuis l'élan du cœur, mais qui va servir le collectif. Et là, Mm. je trouve que c'est intéressant sa présence dans la nouvelle lune, avec Saturne aussi en carré à Jupiter, Pluton opposé à Mars, qui sera exact le 3 janvier, donc 4 jours après, Mm. hein. Il y a vraiment quelque chose dans ces nouvelles intentions d'années qui vont nous demander d'équilibrer plusieurs choses en nous, hein. Un aspect réaliste, mais sans pour autant nous couper de l'élan de Jupiter en Gémeaux qui veut pas, parce que c'est la crise ou parce qu'on manque de quelque chose, se contenter d'une vie toute restreinte. Suivre son cœur en Lion Mm. et avec cette exigence que ce ne soit pas que pour servir nos intérêts personnels, mais que ça permette aussi cette transformation et ce changement dans le monde. Et je trouve ça intéressant parce que Pallas Athéna a toujours été là aussi pour faire évoluer certaines politiques publiques. Elle nous demande souvent, on a envie d'agir dans le monde, on a envie d'en faire quelque chose, d'exister, d'utiliser justement l'aspect très créateur en nous, hein. Donc je trouve ça aussi intéressant. Qu'est-ce que ça m'inspire d'autre? Bah, Vénus, elle est en trigone de Jupiter. Un Et trigone ça, et au Uranus. t'as dit? J'ai pas entendu, pardon. Au carré Ah d'Uranus. oui, 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 au carré d'Uranus, oui. Carré d'Uranus, elle vient de sortir du carré. Sympa Là, pour Noël. Le Vénus carré Uranus. bah, Vénus carré Uranus, ce petit brin de folie euh, qui va justement venir apaiser le côté, peut-être, si c'est le cas, de trop de restrictions saturniennes qui pourraient être là. Hmm. C'est peut-être la solution créative de s'amuser malgré la restriction. Ou aussi, moi, ça me fait penser aux libertés qu'on peut prendre si on n'a pas envie d'aller à certaines réunions de famille. Parce que Vénus est en... Exactement. Il y a vraiment un côté, elle sera... Indépendant. Alors attendez, je vais chercher l'aspect exact. Elle sera exacte le 28 décembre, hein. Non, mais ça fait un peu penser... Ouais, voilà. entre Donc, les deux, entre Noël et elle est Nouvel An. voilà, pour le nouvel an, si on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fera pas. Voilà, et le côté indépendant et autonome Ouais, qui prend le. En plus, c'est en verso, donc on met bien, on met bien en avant les énergies du fait, je fais comme je pense que je dois le faire et que c'est juste pour moi et voilà. ouais. Voilà, je pense que Oui, on on a fait peut. le tour.
C'est le tour. Donc, Voilà, on a voilà. fait le tour. Est-ce que tu as des choses là pour... j'ai vu que ta formation, elle commence là en début d'année. J'ai vraiment, donc, peut-être ce qu'on mettra, c'est que j'ai fait une petite vidéo pour la présenter parce qu'à chaque fois, Oui, ça me on peut la mettre à fait la fin si tu veux. que ce soit. Ah bah oui, bah On peut oui. aussi la mettre à la fin. Oui, voilà, donc j'ai fait une vidéo pour présenter. Donc, vous pouvez me contacter pour finaliser l'inscription et les détails, hein. Forcément, comme c'est sur un an, il y a cette idée quand même de tisser un lien individuel aussi Mm. avant. Toujours bah, les consultations. J'ai aussi une consultation spéciale pour 2025 pour ceux qui voudraient faire un petit bilan pour les transits. J'aime bien. Ça Ouais, fait des il va années y en que je avoir. station que j'avais appelée Dessiner en alignement, Dessiner 2025 en alignement avec les étoiles, je crois que depuis 2017 ou 2016. Mm. Donc, écoute, Mm. voilà, le rendez-vous annuel pour certaines personnes. Mhm. Et toi? Alors, sur Alors, Pluton, oui, j'ai le e-book sur Pluton en Verseau pour chaque signe, que est toujours disponible bien sûr sur mon site internet. Il y aura le lien, bien sûr mes consultations, des révolutions solaires, voilà que vous souhaitez faire pour l'année qui arrive. Et je vais aussi, normalement, ça devra être déjà en place au moment de la sortie de cette vidéo. Je vais faire la même chose que j'ai fait pour le Verseau, Pluton au Verseau, mais pour la Lune. Hein. En fait, j'avais fait un article pour les abonnés de mon Substack sur la Lune en tant que signature émotionnelle. Et donc, dans ce e-book de, pareil, plusieurs pages, une trentaine de pages, dans laquelle je vais sur chacune des lunes et on parle un petit peu sur de comment apaiser notre lune, comment la nourrir, notre lune, avec des fleurs de bac, voilà, une perspective assez holistique des lunes. Donc, l'idée de nourrir sa lune, ça permet aussi de se nourrir ouais. soi, de savoir quelle est la signature émotionnelle de notre lune à nous. Voilà, c'est Ah tout. bah, vous avez tous les liens dessous. Ouais, Et on se retrouve bah, le mois prochain pour peut-être un épisode spécial 2025 qui est bien voilà. chargé. On va faire ça, qui sera Ouais, bien chargé. Alors peut-être il va falloir qu'on le fasse en 2 heures ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a tellement de choses. ouais, Mais bon, on verra ça. voilà. Merci à vous et puis n'oubliez pas de nous laisser un like, un commentaire. Ça nous fait grandir, ça nous aide beaucoup ici pour que cette chaîne soit, enfin, soit présentée à d'autres personnes aussi, pour qu'elle grandisse. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Et puis, pardon, t'as dit, ça a coupé. Merci beaucoup aussi, pardon. Et puis voilà, merci beaucoup, merci Caro, et puis on vous souhaite une bonne fin d'année, Oui, et puis on vous revoit eh ben, l'année prochaine. au Ciao, ciao. revoir. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je voulais dans cette vidéo aujourd'hui vous présenter la formation transmission d'astrologie hellénistique et archétypale qui va ouvrir, enfin, qui est ouverte à partir de janvier 2025 sur un an. Hein. Donc c'est la deuxième année que je fais cette formation, mais j'en avais pas forcément beaucoup parlé la première année. Donc je vais peut-être diviser cette vidéo en plusieurs temps. Donc tout d'abord vous transmettre ou vous partager cet art astrologique, parce que je trouve que c'est un art, c'est une grammaire, donc qui est l'intention profonde de la transmission. Hein. Hum, Quelles sont aussi les différentes branches de l'astrologie et comment elles s'articulent, et forcément les modalités pratiques aussi, hein, puisque c'est important de mettre de la structure et quelque chose de plus concret et tangible. Mais vous aurez sous la vidéo tous les détails, le programme est très détaillé. Hein. Donc, cette transmission est née d'une demande souvent de nombreuses personnes qui m'entouraient en séance. Donc, je remercie. Hein, c'est un projet où j'ai été poussée, j'allais dire, par la vie, par les personnes autour de moi, de pouvoir partager toute cette connaissance de façon plus fouillée, plus riche, plus approfondie. Et c'est d'ailleurs, ça donne aussi l'occasion dans cette transmission d'apprendre beaucoup. Hein. Donc, pourquoi je l'ai appelée astrologie archétypale et hellénistique? Parce que ce qui sous-tend vraiment cet enseignement, c'est de tisser des ponts entre l'astrologie ancienne et l'astrologie moderne. La métaphore qu'on pourrait employer, hein,
Vous savez que l'astrologie, c'est astrologo, c'est un discours sur les arts, hein, sur les astres, pardon. Et donc pour moi, l'important, c'est d'apprendre la grammaire astrologique dans un premier temps, hein. Et l'astrologie hellénistique va nous fournir en quelque sorte le tronc, les racines, hein. Et une fois que vous maîtrisez certaines techniques qui peuvent paraître compliquées, vous pouvez déployer votre feuillage, hein. C'est un petit peu ce que je me permets de faire dans les vidéos que je transmets chaque semaine, en enrichissant ce langage astrologique en lien avec les symboles, avec les métaphores, hein. C'est un art vivant, on pourrait dire. Il y a un côté très poétique aussi dans l'astrologie et à la fois très technique. Et c'est vraiment ces deux aspects, pour moi, qui sont importants à transmettre. Donc, l'astrologie hellénistique à proprement parler, elle fait référence à tous les auteurs anciens dont peu sont traduits en français. Donc, je vous traduis certains passages aussi dans le cours. Elle permet vraiment de s'interroger sur la géométrie, qu'on oublie beaucoup, la géométrie du zodiaque, hein. Le zodiaque, par exemple, ce n'est pas que le descriptif des adjectifs qualificatifs, mais il y a une organisation, hein, les trigones, les hexagones. Donc, il y a moi, c'est ce que j'ai quand j'ai appris l'astrologie. Je me suis rendu compte par la suite qu'il me manquait d'avoir travaillé vraiment, d'avoir réfléchi certaines fois sur les fondements, hein. Pourquoi il y a un carré entre le lion et le taureau, c'est ce que je prends souvent, hein. Vraiment de pouvoir s'interroger sur certaines organisations fondamentales qui permet en fait ensuite qu'à chaque fois que que vous rajoutez une technique, il y a une essence qui est là, hein. Donc l'astrologie aussi dite traditionnelle une grammaire particulière, hein, a notamment quelque chose qui est pour moi magnifique, c'est une signification profonde des maisons. Vous savez que les maisons, c'est les champs d'expérience, donc elle vous permet vraiment d'aller voir quelle est l'origine en fait des maisons et donc de comprendre certaines choses que moi je me rappelle quand j'ai commencé l'astrologie, bah, je me disais tiens, je sais pas pourquoi d'où ça vient, hein, pourquoi quelle attribution de la maison 7 et de la maison 2. Donc il y a certaines racines, on retrouve nos racines avec la spécificité aussi. Peu de matériel encore malheureusement est traduit en français, hein. Beaucoup de l'astrologie hellénistique a revécu et ressurgé dans les années 80 avec un projet qui s'appelle le projet Insight aux États-Unis où ils ont traduit les textes de l'ancien grec, hein. Donc, ça, c'est mon prochain apprentissage, l'ancien grec pour aller affiner certains concepts. Et je fais toujours des liens. Donc, chaque module, en tout cas, les premiers modules sont organisés avec une partie sur l'astrologie plus ancienne et on pourrait dire plus technique. Et la deuxième partie, hein, donc par exemple, si on prend Vénus, hein, j'aime beaucoup Vénus, bah, Vénus, vous avez toutes, par exemple, les significations anciennes de Vénus, certaines qu'on a complètement oubliées, hein, j'en profite pour partager, euh, comme le lien à la religion, à la dévotion, la couleur pourpre, l'adornement, la soie. Il y a plein d'autres significations aussi. Et donc de tisser des ponts avec l'astrologie moderne, mais dans une dimension qui est vraiment influencée. Et je pense que pour ceux qui me connaissent, Jung, James Hillman, la psychologie des profondeurs, le, l'idée que de remettre que le symbole est vivant, hein. Donc, si le symbole est vivant en astrologie, on va dépasser les simples mots-clés, mais se servir justement de toute la corrélation du symbolisme de Vénus, que ce soit l'éros, que ce soit l'amour, les différentes formes d'amour, les différentes mythologies liées à Vénus, Astarté, Ishtar, Inanna, hein. En fait, l'intention que j'avais vraiment, c'était de vous fournir le plus euh, d'associations, de corrélations symboliques, de richesses, pour que vous puissiez former ensuite vos propres phrases, hein, en astrologie. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie de la première année qui est vraiment enrichir la grammaire astrologique, à la fois avec un aspect technique, un aspect symbolique, un aspect mythologique, hein, et aussi forcément la modernité de l'astrologie. On amène les objets célestes que sont Chiron, les astéroïdes du féminin, les nœuds lunaires, parce que tout en s'interrogeant aussi, hein, justement, parce qu'on a préparé, on pourrait dire, la base, on a préparé la technique, on a vu la géométrie un peu du zodiaque, donc ça nous permet d'amener des nouveaux objets célestes ou d'approfondir aussi
surtout à la fin, ce qu'on appelle les techniques de timing. Vous savez, en astrologie, il y a votre thème de naissance. Donc, on a besoin de la grammaire astrologique pour comprendre notre thème de naissance. Le plus difficile, c'est forcément comment on fait dialoguer. Mais dans un premier temps, pour moi, il est important de... C'est comme si on dissèque pour remettre ensuite en lien et en association. hein. Donc, il y a aussi toute une partie liée à des techniques, que sont les techniques de timing, les transits. Et puis après, si vous voulez, par la suite, ce sera beaucoup en deuxième année que tout ça est approfondi. Donc, la manière de la transmission s'effectue, il y a, on va dire, trois choses. Il y a une partie où chaque module, il y a à peu près 2 fois 2 heures de cours en live, c'est-à-dire qu'on est en présentiel sur Zoom. Parce que j'ai un ascendant Verseau, donc j'aime beaucoup le côté humain, le côté de l'échange, de ce qui se joue aussi dans la transmission. hein. Et chaque module est accompagné d'un PDF où j'ai écrit tout le cours. Donc vous avez vraiment tout résumé, organisé, les mythes, certaines anciennes illustrations que je suis aussi les chercher. Il y a des petits, pas pour tous les modules, mais il y a des petits workbooks. Qu'est-ce que j'appelle les workbooks? C'est vraiment justement, les workbooks, c'est la clé entre la théorie et on va dire la pratique dans le thème. C'est pouvoir être guidé par des questions pour aller regarder, par exemple, tiens, que fait Vénus dans le thème? Qu'est-ce qui est important de regarder? Voilà, guider l'œil, aiguiller l'œil, que ça vous permet de synthétiser et d'avoir quand même une structure qui va vous guider pour souvent ce qui est le plus difficile, qu'est-ce qui est important à regarder et comment ose aller regarder le thème. Et c'est pour ça aussi qu'il y a 2 fois 2 heures. Vous pouvez venir aux 2 fois 2 heures, pas forcément, de pratique, c'est-à-dire que la première partie du mois, on a la théorie avec les modules, PDF et le cours. Et il y a ce que j'appelle la pratique, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi sur Zoom. Donc, dans un premier temps, on est tous ensemble ou on peut être en petit groupe. Ensuite, par la suite, et pareil, je vous guide avec des questions pour qu'on ose aller regarder les thèmes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une sorte de richesse de pouvoir, alors bien sûr, on prend des précautions de respecter l'intégrité, l'intimité, ce qui veut être dit, ce qui ne veut pas être dit, de pas mettre des jugements, mais ça nous exerce énormément pour ceux qui veulent prendre à lire un thème, que ce soit pour, euh, j'allais dire, le relier à leur pratique, pour leurs amis, pour la vie en général ou pour tout, parce que l'astrologie, on n'est pas obligé de devenir astrologue comme on peut, mais il y a vraiment cette richesse. On va apprendre aussi dans ces petits groupes pratiques, c'est aussi comment on peut mener justement, comment on peut poser des questions, faire une hypothèse, éviter ce qu'on a beaucoup reproché à l'astrologie, ce sont des jugements trop abrupts, des mises en catégorie, et justement, toute l'ouverture aussi symbolique, mythologique permet toujours de regarder les choses depuis une image, depuis l'archétype qu'il y a derrière, et donc de prendre aussi certaines précautions. Et en plus, dans la plateforme aussi, la plateforme Epodia, ce que je mettrai aussi, c'est des petites vidéos clés qui vont résumer les concepts clés. Comme ça peut éviter de toujours devoir revenir au grand cours en live. Alors, bien sûr, tout est en replay. Généralement, les horaires, les jours, pouvez les regarder dessous, il y a vers 19h30 où je peux ajuster aussi en fonction du groupe. Et pour les ateliers pratiques, il y en a un le mercredi, mais il y en a aussi le samedi, très tôt pour moi, mais en début d'après-midi pour la France. Donc voilà un petit peu pour les modalités. Donc le programme, pour vous résumer, mais il est vraiment détaillé. Il y a un module pour poser les concepts philosophiques en lien avec les archétypes. Donc il y a la partie un petit peu le lien aux anciens oracles, quelles étaient l'astrologie hellénistique, quelle est l'histoire de l'astrologie, qu'on pose des bases et puis il y a aussi quelque chose, pour moi je le vois un peu comme un réservoir, que de toute façon une fois que vous avez la formation, vous l'avez accès à vie. hein. J'enverrai, je vais trouver comment envoyer ensuite les vidéos pour que vous ayez vraiment ce matériel pour revenir et que ça puisse rester comme une ressource avec cette idée qu'ensuite on peut continuer à approfondir et aussi euh,
guider, hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit à certaines personnes qui se sont déjà inscrites. C'est vraiment en fonction aussi de qui vous êtes. Voilà, je veux guider les corrélations et les correspondances. Donc, il y a aussi un groupe Telegram où on peut échanger. Je suis assez accessible pour poser des questions pour pas que vous puissiez être coupé dans votre apprentissage. Et il y a des rendez-vous individuels de parents pour me poser des questions. Et en fonction des fois des ajustements, voilà, je peux proposer des groupes de soutien. Enfin, il y a quelque chose d'assez flexible dans ce cours-là pour pouvoir vraiment donner la meilleure transmission, l'enseignement, la passion, hein. Voilà, donc je ne sais pas trop plus quoi dire, mais en tout cas, c'est une aventure à la fois céleste, humaine, et pour tous ceux qui en ressentent l'appel, vous pouvez regarder dessous. Il y a des paiements par mois ou même des étalements sur plusieurs mois, hein, pour que ça puisse rester quand même accessible. Alors, il y a beaucoup, euh, ça c'est quelque chose comme dans les feedbacks que j'ai eu la première année, c'est très riche, hein. Donc, il n'y a pas forcément je vous donne pas des devoirs ou des choses comme ça, hein. Il y a une richesse, vous, d'explorer, hein. Mais c'est vrai que ça peut, en tout cas, ça demande cette passion, hein, et d'accepter aussi, je pense que c'est toute la difficulté dans l'apprentissage de l'astrologie, qu'il y a un côté très saturnien, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, dans un premier temps, ça ne fait pas sens, et d'accepter que les choses fassent sens petit à petit. Et puis, il y a aussi cette humilité qu'on a toujours avec l'astrologie, c'est qu'on est toujours en apprentissage, hein. C'est jamais fini, en fait. Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Moi, c'est ce que je trouve passionnant parce qu'on s'ennuie jamais. Et quand on plonge dans l'astrologie, c'est comme si toute notre vie, si on a cette passion, on aura quelque chose qui va nous remplir le cœur, nous remplir, nous donner du sens sans fin. Donc voilà. Donc, si vous ressentez l'appel, je vous mets en lien le descriptif, hein. Vous pouvez aller sur Podia. Alors, la limitation que j'ai avec Podia, c'est que vous devez commencer à payer à l'inscription. Donc, pour ceux qui voudraient s'inscrire mais commencer qu'à payer en janvier, vous pouvez aussi me contacter. Pour ceux qui ont besoin ou celles qui ont besoin d'un rendez-vous individuel avec moi par téléphone pour qu'on puisse, ou sur Zoom si vous préférez me voir, ou vous me précisez si vous préférez en audio, voilà, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir si c'est adapté, pour accueillir vos doutes. Voilà, je sais que c'est un engagement, que c'est voilà, il y a plein de choses qui sont soulevées puisque l'astrologie, on parle quand même de la psyché, de l'humain. On reconnecte des choses avec l'âme, il y a des choses qui bougent. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me passionne et je suis très honorée et en gratitude de pouvoir à nouveau transmettre cette passion, tisser ces liens humains qui restent, et puis petit à petit construire cette école d'astrologie, voilà, hellénistique et éthicale. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je n'oublie pas la petite vidéo sur Mercure rétrograde que je ferai cette semaine.